Bonjour Aldo. Bonjour, Merci beaucoup Aldo d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. c'est un plaisir, surtout que ça m'a touché que tu m'invites sur des questions un petit peu différentes du répertoire sur lequel on m'invite habituellement. Ouais, et ça m'intéresse de t'entendre sur ce répertoire-là, sur lequel on t'a peu entendu, même si on a pu Merci. comprendre certaines choses, mais là, ça sera beaucoup plus clair aujourd'hui, je pense. D'accord. Donc Aldo, aldostérone, tu es beaucoup de choses, pas évident de te définir, et c'est ce qui fait toute ta richesse. Ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas une hormone sécrétée par le cortex des glandes surrénales, contrairement à ce qu'indique ton nom d'emprunt, aldostérone. Si j'en crois ce qui est écrit sur Amazon, car oui, tu écris entre autres des livres, j'évoquerai les deux plus récents dans quelques instants, tu es un blogueur, polémiste algérien vivant en Angleterre. C'est ce qui est écrit sur Amazon en tout cas. Tu es surtout connu à travers tes vidéos YouTube, où tu commentes l'actualité sous l'angle social, politique et religieux. Le lien vers ta chaîne YouTube se trouve en description pour ceux qui veulent aller en savoir plus. Pour revenir à ton travail d'écriture, donc tes deux derniers livres sont assez caractéristiques de tes prises de position. Il y en a un qui s'appelle Covidisme, climat et wokisme, les nouvelles religions, les religions post-chrétiennes occidentales. Il a été publié en décembre 2023, donc c'est assez récent. Et le deuxième, encore plus récent, Toxique, ce que les coachs de carrière ne vous disent pas. Donc voilà, il a été publié celui-ci en janvier 2024. Dans toutes tes prises de position, je crois t'avoir peu entendu donc évoquer ton propre cheminement spirituel, même si tu donnes certains indices dans certaines vidéos. C'est l'occasion aujourd'hui d'en savoir un peu plus et j'en suis vraiment ravi. Pour finir et te laisser la parole, si tu veux ajouter quelques éléments de présentation avant de passer aux 5 questions, je voulais sincèrement saluer ton courage d'exprimer un avis souvent non conventionnel. Saluer aussi ton humanité qui transparaît dans tes vidéos. Et enfin, ta résilience. Alors, c'est un mot qui est à la mode et qui peut vouloir tout et rien dire. Mais en connaissant ton parcours, qu'il soit personnel, académique ou administratif notamment, on comprend que tu en as bien bavé et tu en sors vraiment par le haut. Donc voilà, chapeau pour ça. Je salue aussi au passage ton humilité, car tu démontres en acceptant de participer à une chaîne YouTube qui a moins de 10 000 abonnés, alors que la tienne en a dépassé les 150 000 il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas de souci, la qualité ne vient pas avec le nombre d'abonnés. Je connais des chaînes avec des millions d'abonnés, mais qui passent leur temps à raconter des blagues puériles ou partager du gameplay. Donc, c'est pas, le nombre d'abonnés ne fait pas la qualité d'une chaîne. Aldo, merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la présentation ou, C'est une excellente présentation. Je ne sais pas qui a écrit blogueur algérien, youtubeur sur Amazon. C'était peut-être moi, c'est peut-être quelqu'un Je sais d'autre. pas, ouais. Je ne sais pas comment parfois ces présentations arrivent. Je suis également citoyen britannique. Je vis au Royaume-Uni et puis effectivement, j'interviens sur énormément de, comme tu l'as dit, sur des thématiques politiques, sociales. Même si en réalité, tu sais, le côté politique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que les politiques, ça va, ça vient. Une critique politique qu'on peut formuler aujourd'hui par rapport à un président, par rapport à un premier ministre, sera caduque dans 6 mois, dans un an, il sera plus là et on sera en train de parler d'autre chose. Par contre, les problématiques sociétales, je trouve, hein, elles sont beaucoup plus durables. Il y a des vidéos que j'ai peut-être faites sur des critiques sociétales il y a 5 ans, elles sont toujours d'actu. Alors que si on prend une vidéo que j'ai faite à l'époque, il y avait François Hollande au pouvoir, elle vaut quoi aujourd'hui? Rien. Et c'est ce qui. Et en plus, je pense que le fait d'analyser cet aspect-là, bah, toute l'analyse politique découle quelque part de cette analyse sociétale plus profonde en général. Sociétale, Je voire suis même spirituelle, si on peut aller encore plus loin. absolument. Je trouve que si on règle, si on comprend les problèmes sociétaux et spirituels, les problèmes politiques finalement ne sont que très accessoires et se régleront tout seuls. Parce que quelque part sur le plan politique, si j'ai envie d'être cynique, je dirais on a que ce qu'on mérite. Oui. C'est-à-dire que si spirituellement on est dans la déchéance, si sociétalement il n'y a rien qui va, il faut pas espérer que vienne un sauveur politique tout simplement qui émane de la société civile et va changer notre destinée. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis d'accord avec cette analyse. On passe aux 5 questions? Absolument. Allez. Première question. La vie a-t-elle un sens? Je pense qu'elle a un sens. Je pense qu'effectivement elle a un sens. Sinon,
Sinon, on n'aurait pas de raison de se réveiller le matin. Maintenant, ce sens est très difficile à cerner et c'est un sens qui est pour chacun. Je pense pas qu'on ait un sens général, genre prêt-à-porter, qui s'applique à tout un chacun. Je trouve que c'est à chaque personne de trouver son sens et parfois c'est un chemin ardu, c'est un chemin assez long et on peut des fois être pris par le doute. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné dans ma vie, j'ai perdu la foi en tout, la foi dans la vie. Je me disais, est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que tout ça va quelque part? Et après, une fois qu'on passe par ces crises, souvent on les fait à l'adolescence, souvent on les fait quand on est plus jeune, mais ça peut arriver à tout âge, ça peut arriver à 50 ans. Eh bien, à un moment donné, on commence à comprendre. On se dit, j'ai compris. Mais en réalité, on ne sait pas trop ce qu'on a compris. On sent qu'on a compris quelque chose. On sent qu'il y a en soi quelque chose, mais parfois les mots sont incapables de l'exprimer de manière claire. C'est tellement profond, confus, difficile. Mais on sait qu'il y a quelque chose là. Mais c'est très difficile à saisir par les mots et à capturer dans un texte précis comme ça. Et je pense, bien sûr, la vie a un sens, absolument. Et il y a beaucoup de choses autour de nous qui le donnent. Mhm. Je sais pas, j'ai par exemple, pendant longtemps, j'avais pas d'enfant. Et c'est vrai que avant d'avoir été parent, ma perspective dans la vie était différente. Et aujourd'hui, j'ai une fille, elle a presque 6 ans maintenant. Et c'est vrai que il n'y a pas que moi. Il n'y a pas le je suis dans le sens cartésien, je pense, donc je suis. Il y a je suis parent, donc j'ai un enfant, donc je suis. Et il y a on vit aussi à travers ses enfants, on vit aussi pour ses enfants, et il participe, je pense, à donner grandement un sens à la vie. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne ferait pas pour soi, mais on ferait pour ses enfants. C'est vrai que ça oriente, bah, moi comme j'ai des enfants aussi, je pense que je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est un changement radical dans une vie et dans notre perspective où on n'absolutise plus les mêmes choses et on relativise plus les mêmes choses. Absolument. Et c'est Voilà. pour ça que pour motiver les gens, quand tu as parlé de mon livre toxique, dans le livre, à plusieurs reprises, je dis aux gens, faites-le pour vos enfants. Parce que des fois, moi, je réalisais que des fois, il y a certaines batailles, quand j'étais seul, j'avais pas envie de les mener pour moi, dans le sens égoïste du terme. Si c'est pour moi, je préfère laisser aller. Mais maintenant que j'ai un enfant, alors là, je suis plus combatif. Je pense que l'esprit combatif devient plus aiguisé Ouais, quand on c'est a vrai. des enfants. Il y a une plus forte, il y a une plus forte impression de sens à tout ça. Et on a un esprit plus combatif sur des choses différentes. C'est-à-dire qu'avant, pouvait avoir un esprit combatif, par exemple, sur le travail, pour sa propre évolution de carrière, etc. Et puis là, on devient plus combatif quand on a des enfants pour leur propre évolution. Et donc, et du coup, ça relativise beaucoup plus notre combativité sur l'aspect, ça peut être sur l'aspect professionnel, notamment. En tout cas, Peut-être pas pour les mêmes que raisons, en tout cas. Oui, peut-être que le fait d'avoir des enfants, probablement, ça donne une maturité. Il y a plein d'événements dans la vie, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont pas d'enfants. Et la maturité dans la vie ne vient pas que par le Bien biais sûr. des enfants. Il y a plein d'éléments marquants dans la vie qui sont des éléments qui vont peut-être nous rajouter une couche de maturité. Et au Mhm. fur et à mesure qu'on mature dans sa tête, ça n'a rien à voir avec l'âge, hein. On peut être puéril à 60 ans, on peut être mature à 18, Bien ça sûr. dépend des personnes. Mais le fait d'acquérir de la maturité nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, sur les choses importantes, et puis comprendre ou trouver un sens, pas peut-être à la vie de manière générale, mais à notre vie, à notre existence à nous, à l'échelle individuelle. Est-ce que toi, tu as trouvé finalement un sens à ta vie? Et est-ce que ça passe par notamment ce que tu partages à travers tes Ça idées? passe, oui, absolument, ça passe parce que je partage, j'aide énormément de monde et je sens que j'ai peut-être comment on l'appellerait, le syndrome du Samaritain, quelque Mm. part, le syndrome du sauveur. Donc,
J'aime bien aider les gens, j'aime beaucoup aider les gens, je me sens dans mon élément en le faisant. Et j'ai ce téléphone que je partage tout le temps avec la planète entière, tout le monde le connaît. Et en fait, je reçois des messages sans arrêt et je passe facilement 2, 3 heures chaque jour. Je fais une séance ou deux, d'1 heure et demie, 1 heure, à répondre au maximum de gens. Et je suis devenu le dépositaire de secrets de famille, de secrets personnels, de tragédies, et en fait, j'y réponds et ça m'enrichit aussi. Ça m'enrichit et ça m'aide également à peut-être relativiser mes propres difficultés, mes propres souffrances, et aussi à apprendre par le biais des gens, en aidant les gens, en découvrant leur vie. Ça m'aide aussi à évoluer dans ma tête. Et est-ce que ça n'a pas d'empreinte toxique sur toi, le fait d'être trop justement dans l'aide? Est-ce que toi-même, est-ce que tu arrives à garder une distance par rapport à ça? Oui, j'arrive à garder une distance. Je l'aurais pas fait autrement. C'est-à-dire Mm. que, par exemple, ce que j'ai fait là maintenant, j'aurais peut-être été incapable de le faire il y a 10 ans. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir garder la distance. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question que tu me poses là, que plusieurs amis ou membres de ma famille m'ont posé. Comment Mm. tu vis par rapport à ça? Maintenant, il faut savoir que je n'ai pas que de mauvaises nouvelles. Par exemple, quelqu'un était dans un chômage de longue durée, il était dans une détresse financière par rapport à ça. Et puis, il m'a écrit hier pour me dire, j'ai trouvé un travail. Ben voilà une bonne nouvelle. Mhm. Voilà, moi, je lui ai rien fait. Moi, je lui donnais juste quelques conseils. Je l'ai encouragé à des moments où il avait besoin d'encouragement. Je lui ai dit des mots positifs à un moment où il avait besoin de les entendre. Et finalement, il a trouvé un travail et puis il est très heureux. Donc, il y a aussi de bonnes nouvelles. Il y a aussi des choses qui changent chez les gens et ça me nourrit. Je me dis, je le fais pas pour rien. Très bien. Merci Aldo. On va passer à la Si. deuxième question. Alors, Dieu pour toi, c'est... C'est indéfinissable, hein. Je pense que si je pouvais trouver les mots pour le définir et le cerner, il serait pas Dieu, il serait quelque chose de matériel, quelque chose de commun. Donc, je crois en Dieu, je crois fortement en Dieu, mais je suis incapable de le définir. Je sais qu'il est là quelque part, ou je ne sais pas. Je ne peux pas dire où il est, je ne peux pas dire ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il pense. Et j'ai grandi dans une société, la société musulmane, mais on trouve ça dans toutes les religions, pas seulement dans la société musulmane. C'est pas un tacle vers la société musulmane, c'est quelque chose de très courant chez les religieux. J'ai rencontré beaucoup de gens qui savaient tout de Dieu, tout. Ce qu'il voulait, ce qu'il aimait, tout ça. Genre, je suis en train de faire quelque chose, il va dire, ah oui, mais tu sais, Dieu, il n'aime pas que tu fasses ceci, cela. Et plus les gens me parlaient de Dieu, plus je voyais qu'il leur ressemblait. Et après, ils viennent me dire, Dieu a créé l'homme. Moi, je leur disais, le Dieu duquel vous parlez, vous l'avez créé. C'est l'homme qui l'a créé. Et ce Dieu-là, moi, J'en veux pas. moi, j'y crois. Moi, j'y crois pas et j'en veux pas. Ça, c'est ton Dieu à toi. C'est toi qui l'as fabriqué, il sort de ta tête. Donc, le Dieu auquel je crois, c'est plutôt quelque chose de difficile à cerner. C'est peut-être le résultat d'une équation impossible, même si on regarde sur le plan physique. On regarde l'univers, on regarde la Terre, on regarde les lois de la physique. Prenons les lois de la thermodynamique. La loi sur la conservation de l'énergie, une loi absolument inviolable, comme toutes les lois de la thermodynamique. Mhm. Mais si on revient en arrière, vient le moment où tout ça a été créé, vient le moment où on est obligé d'admettre que ces lois ont été transgressées. Transgresser vraiment beaucoup, pas un peu. Mhm. Donc, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, c'est à travers la lorgnette de notre vie. Nous sommes dans un univers qui a, qui a commencé il y a peut-être des milliards d'années, très très loin en arrière, depuis un temps immémoriel, et il continuera très longtemps. Si on regarde sur le dernier milliard d'années, nous avons passé 99,999% de ce temps-là dans un état de non-existence. Nous étions une possibilité, Mhm. mais nous n'existions pas. Et là, on vit 70 ans, 60 ans, 100 ans, 80 ans, 105 ans. Mais c'est rien. C'est une seconde dans ce temps-là. De sorte que peut-être, une fois qu'on est mort, c'est peut-être notre vraie vocation. C'est-à-dire que nous étions morts avant notre naissance, longtemps avant notre naissance, nous étions non existants. Et puis on revient à la non-existence de laquelle on était venu. On sort juste pour dire, pratiquement, c'est juste on sort la tête là dans ce monde. On jette un coup de périscope, on dit bonjour, les 70 ans, les 80 ans sont passés, puis on repart. On repart
d'où on était venu, mais où? On est venu d'où? Et en fait, je me suis posé ces questions-là. Récemment, mon père est décédé, j'en avais parlé sur YouTube, tout à fait. et puis je me suis posé la question du mystère de la mort. C'est quoi la mort? Oui, mais la mort, c'est étrange, on ne comprend pas, ça n'a aucun sens logique pour nous. Oui, mais alors c'est quoi la vie? Ok, posons la question symétrique. Parce qu'une des techniques de réflexion que j'utilise des fois dans mes vidéos, c'est quand je coince sur une question, qu'est-ce que je fais? J'en ai pas là sur le bureau, mais je prends un miroir, dans le sens logique, et j'inverse tout et j'essaye de raisonner sur la situation inverse. Ok, je comprends pas la mort, d'accord. Pose-toi la question inverse. Est-ce que tu comprends la vie? Ah non, je suis tout aussi coincé là. Justement, je prends la perche que tu me tends. Je t'interromps pour prendre la perche que tu me tends, puisque c'est l'objet de la troisième question. Et, Ouais? et la troisième question, du coup, après la mort, stop ou encore? Je te laisse continuer Non, sur ton développement. encore, et je vais te dire pourquoi. Encore. Et je te le dis, après la mort, je pense qu'il y a autre chose. Je l'espère, je le pense, et en réalité, je le crois. Mais je le crois pour des raisons plus philosophiques que scientifiques. Je ne peux pas prouver scientifiquement qu'il y a après. Mais et ça, je le fais tout le temps, parce que quand on commence à aborder des questions difficiles, bon, il y a des questions simples dans la vie, mais il y a des questions difficiles. On ne peut pas les aborder par la logique classique qu'on apprend à l'école, on a des prémices, tout ça. Donc, je pense, ça tue la réflexion, cette forme de logique-là qui résout les questions de base, qui résout les questions, j'arrive dans un supermarché où est-ce que je me gare. Là, ça marche. Mais au-delà de ça, il va falloir trouver des manières originales de réfléchir et de se positionner. Quand j'arrive pas à répondre à une question et que j'ai le choix entre deux réponses. Première réponse, c'est fini, c'est terminé, on n'existe plus. On part. On part au tout à l'égout, comme certains en Suède veulent suggérer. On met les gens dans une sorte de tube en métal, on met des produits chimiques, du KOH, NaOH et tout ça, et on fait bouillir, et puis la personne part au tout à l'égout. Matérialisme absolu. Ouais. Matérialisme, voilà, le matérialisme absolu et total, et c'est comme une caractéristique de la civilisation occidentale. C'est une civilisation, je crois que c'est la première fois qu'une civilisation s'est développée en pensant que toute l'intelligence humaine et tout l'effort humain doit aller vers le matérialisme. Mm. C'est très particulier dans ce c'est pas de moi, c'est de René Guénon, mais c'est quelque chose d'assez frappant dans la civilisation occidentale. Mais il y a aussi l'autre option. Il y a l'autre choix, c'est qu'après la mort, il y a quelque chose. Bon, moi, quand je fais face à ce genre de situation, je prends la position la plus honorable des deux. Parce que sur le plan scientifique, elles sont équivalentes, je peux rien dire. Alors je me dis, quelle est la position la plus honorable? Je me dis que la position la plus honorable, c'est qu'il y ait quelque chose après. Et ceci donne plus de sens à notre vie, donne plus de sens à notre existence. Parce que sinon, si on considère que on va disparaître, on n'existe plus, bon, dans ce cas-là, Ça sert à rien. ça sert à rien. Et dans ce cas-là, on arrive à certaines attitudes, hein, quand on regarde certaines personnes, que ce soit des personnes proches de nous, voire même des élites ou pas des élites, mais les travers humains, on va les trouver chez un multimilliardaire comme on peut les retrouver chez le voisin d'en face. On va retrouver ces attitudes de gens qui pensent que ben, tout se passe maintenant dans la vie. Ce que je ne fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc, il va falloir que maintenant j'écrase les autres, je marche sur leur corps, je sois égoïste, j'ai fait tout pour tout obtenir et tout consommer maintenant. C'est ce qui se Et passe, yes. c'est ce qui se passe. Et c'est pour sortir de ça que je préfère croire. C'est juste une croyance. Si quelqu'un me demandait de la démontrer, je dirais non, je ne peux pas la démontrer. Si quelqu'un me dit tu as tort, je lui dirais écoute, je pourrais Peut-être. pas peut-être j'ai tort. Je vais pas débattre avec toi sur ce sujet. Ouais. Tu as peut-être raison et j'ai tort. Voilà. Je te donne le point. Tiens, je te donne le joker. Ça, Mais c'est faux. voilà, le but de la vie, c'est pas toujours avoir raison, hein, Mm, c'est mm. ça. Donc des fois, il y a des attitudes. Et dans la collection d'attitudes que j'ai, de pensées que je partage et tout, autant certaines sont fondées sur des faits, autant certaines sont fondées sur des sensibilités et tout, autant certaines sont fondées sur une philosophie de vie, sur une posture purement morale. Mais je les distingue bien dans les vidéos, de sorte que les gens sachent à quelle catégorie appartient chaque propos que je sors. Du coup, la question qui me vient entre les lignes, là, c'est est-ce que tu as une pratique spirituelle particulière ou un ancrage spirituel particulier là où tu en es aujourd'hui Ah oui, par rapport à ça? j'en ai même pas un, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que euh,
je mélange, si tu veux, je mélange les doctrines, je mélange les religions, je mélange les philosophies. Et pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, moi, je parle à beaucoup de monde, et je parle même à des gens qui ne se parlent pas entre eux, mais moi, je leur parle. Mm, Et quand je leur parle, qu'est-ce que je découvre? Je découvre un truc extraordinaire. Je découvre que ce qui les rapproche est supérieur et beaucoup plus important que ce qui les éloigne. mm, Et les gens sont chacun dans leur coin, voient la vie par le bout de leur propre lorgnette, en pensant que eux, ils ont raison et que les autres ont tort. Ça, c'est le classique. Je grandis dans une famille, je sais pas moi, catholique. Bon, je suis catholique, mais le catholicisme, c'est la vérité, tout le reste est l'égarement. Et pareil, si je grandis dans une famille musulmane ou dans une famille juive ou autre, comme on dit en arabe, les gens sont sur la religion de leurs parents. Aussi simple que cela. Moi, ce que j'essayais de faire, j'essayais de me dire, chacun a un bout de lumière. Et moi, là où quelqu'un a un bout de lumière, il je m'intéresse. prends. Mm, Je prends. Voilà. Moi, je suis un chercheur de lumière. Alors après, je prends la lumière ici, ici. Si les gens sont pas d'accord, bon, ils font pas ça. Mais moi, c'est mon cheminement. C'est mon chemin. Donc, je peux être en train de lire un livre islamique, et puis le lendemain, je suis en train de lire un livre sur la Kabbalah, je suis en train de lire un livre chrétien, je suis en train de lire de la philosophie. Voilà. Et je compose avec le chemin qui est le mien, qui n'est pas parfait, mais c'est ma recherche, c'est mon chemin à moi. et ta pratique, elle se base beaucoup sur la lecture ou est-ce que tu as une pratique plus corporelle ou autre Non, plus sur la lecture et la Ouais, méditation et la réflexion ouais, et l'échange aussi avec des gens qui ouais. partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes Mhm, interrogations également. mhm. Ok. Merci. On va passer aux deux questions un peu plus légères, on va dire, plus D'accord? faciles. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué. Ah, ben, c'est très simple, hein. Le personnage spirituel qui m'a marqué, qui m'a changé même, il s'appelle Manly Palmer Hall. Mhm, Manly Palmer Hall, c'est un personnage américain, il est décédé en 1990. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à chercher, à faire des recherches. Il a été très tôt dans sa vie, il a obtenu des mécènes qui l'ont aidé à faire des recherches. Donc, il a voyagé, il a beaucoup lu, il a acheté des livres extrêmement rares, il a trouvé des manuscrits, tout ça. Et ce qu'il a fait dans sa vie, c'est que il a créé ce qu'on a appelé la PRS. C'est la Société de recherche philosophique. Donc, il a fondé aux États-Unis. Et donc, la PRS, c'est juste une petite officine, hein, c'est pas grand-chose. Mais durant toute sa vie, une fois par semaine, il allait dans une salle et puis il présentait un sujet de ses réflexions, un sujet philosophique, ça peut être un sujet sur la vie, ça peut être n'importe quelle question, des questions qu'il recevait, et il les abordait pendant des fois 1 heure, 2 heures, et avec un cheminement de pensée très intéressant, très complexe, très intéressant. Parfois, il faut y écouter peut-être 5, 6 fois pour comprendre où il veut vraiment en venir, parce que c'est un cerveau un peu torturé comme ça, mais c'est très enrichissant et je sais que ça fait bien 20 ans que je l'écoute. Je crois que j'ai écouté tout ce qu'il fait, j'ai lu tout ce qu'il a écrit et ça m'arrive de temps en temps de trouver un inédit. Là, c'est extraordinaire, c'est un grand moment de pouvoir mhm, s'enrichir avec ça et ça permet de creuser. Bien sûr, on prend pas ou je ne prends pas ce qu'il dit quand on parle d'évangile, mais ça suscite en moi des réflexions et ces réflexions, parfois, je les pousse et je creuse sur avec d'autres sources également. Mais c'est quelqu'un qui a eu une forte influence sur moi. Alors, je connaissais pas du tout, mais ce que tu m'indiques, enfin, ça me fait penser un petit peu à des loges franc-maçonnes ou des choses comme ça, non? Le mouvement philosophique. Je sais que tu parles aussi de Ah, franc-maçonnerie parfois dans tes vidéos. Euh, ouais. je sais pas si voilà, si ça s'apparente aussi à ce genre de choses, mouvement philosophique ou Alors club lui, philosophique. il a été franc-maçon, 33e degré. Par Mm, contre, la franc-maçonnerie dans sa vie arrive relativement tard. mm, Ça veut dire que relativement tard, il était déjà, son cheminement intellectuel était déjà parfait et déjà fait. Et à un moment donné, relativement sur le tard, il est invité à rejoindre la franc-maçonnerie, il les rejoint et lui donne un grade honorifique très rapidement qui était le 33e degré. d'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que parfois il est décrit comme franc-maçon, c'est vrai,
Mais la Je réalité, savais c'est pas, je le que connaissais pas, moi. oui, oui, non, il y a pas de souci. Il n'est pas très connu. Il n'est pas très Ouais, connu. ouais. Il n'est pas très connu, mais il a laissé une œuvre énorme. Et pourquoi il n'est pas connu? Parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu comme si, par exemple, on étudiait le néoplatonisme. Le néoplatonisme a failli devenir une religion, mais pourquoi il n'est pas devenu une religion? Parce que Platon n'était pas un personnage charismatique. Voilà, il n'avait pas ce qu'il faut pour devenir un prophète ou un messager divin ou quelqu'un comme ça. Donc, c'est pareil pour Manly. Manly Palmer Hall, il a fait beaucoup, beaucoup de travail, mais il est relativement peu connu à cause de la complexité de son travail. Donc, Hmm. quand on a un travail complexe, eh bien, généralement, il faut aller le Pas chercher. accessible. Hmm. C'est pas un travail accessible et parfois même assez cryptique, parfois très très fermé. Et il faut beaucoup de temps pour pouvoir doucement le comprendre. Mais ce n'est pas un savoir, le savoir de Manly, même s'il est associé à la franc-maçonnerie, n'est pas un savoir maçonnique parce que je dirais presque la franc-maçonnerie l'a coopté comme un trophée parce que lui n'avait pas besoin de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie avait besoin de lui. Ouais, je comprends. Et donc, voilà, donc ils lui ont donné ce titre honorifique, comme un petit peu, on voit ça des fois des universités, Mhm. elles vont prendre quelqu'un, un intellectuel très important, et puis elles vont lui donner une sorte de doctorat honoris causa, voilà. Il n'a jamais mis les pieds chez eux, il n'a jamais étudié chez eux, mais il est invité, on lui sert un coupe de champagne, il lui donne un doctorat. Ça permet à l'université de dire, ah oui, Ouais, ouais. ils mettent sa De mieux se photo dans leur vendre. Ouais, couloir, c'est pour mieux se vendre. Donc c'est dans ce sens ouais, que ça a je été fait. comprends. D'ailleurs, un des Albert Pike, que je lis beaucoup également, Albert Pike, qui a écrit Morals and Dogma, entre autres, Albert Pike a refusé un doctorat honoris causa parce qu'il avait été à l'université, je crois que c'est Harvard, quand Mhm. il était jeune. Il va chez Harvard, il fait une partie du voyage à pied tellement il était fauché. Il arrive, il veut s'inscrire. Il avait assez d'argent pour payer un semestre. Harvard lui dit non, non, il faudra payer 2 semestres d'avance, sinon on ne vous prend pas. Et finalement, le gars, il est rejeté et il ne peut pas rentrer à Harvard. Hmm. Des années plus tard, des décennies plus tard, sur la fin de sa vie, quand il était quelqu'un d'influent, de connu, qu'il a écrit les livres qui ont fait sa réputation, il y a Harvard qui le contacte pour lui offrir un doctorat. Et il a répondu, il dit non. Il a dit le jour où j'avais besoin de vous Et c'est pas et que là. ouais, vous n'étiez pas là, vous m'avez viré comme un malpropre. Maintenant, c'est Et là, pareil. maintenant, vous venez vers moi, mais j'ai pas besoin de vous, moi. Donc voilà. Donc Ça, c'est c'est bien vrai que ce je genre de cite. situation. C'est bien de vivre ce genre de situation. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Non, c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il leur a rendu un petit peu l'appareil, mais c'est vrai que j'aime bien aussi Albert Pike. C'est vrai qu'il n'a pas eu autant d'influence sur moi que Palmer Manly Hall, mais Manly Palmer Hall. Mais en fait, c'est vrai que avec lui, on apprend, on revient un peu sur Terre, Mhm. et on apprend qu'on est plus sauvé par l'humanité dans l'homme que par la supposée divinité en lui. Et ça, c'est Mhm. important. Je Ça, c'est comprends. important parce que, surtout que, vu mon parcours, mon passé, j'ai vu beaucoup de gens euh, être dans le divin quelque part et ils ont oublié ou ils ont perdu leur humanité là-dedans. Et ça, on Ouais. le voit beaucoup dans ma société d'origine et pas seulement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le travail intellectuel de Pike qui rappelle souvent, OK, le divin, c'est bien, mais Restons ton terre à humain, terre. C'est dans restons terre à terre, dans car l'humus, tu humain. l'humanité, l'humus quelque part qu'on peut accéder vraiment au divin, peut-être. Absolument, absolument. Allez, on arrive à la dernière question. Cinquième et dernière question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Oh, j'ai recommandé un film à un ami en perte de sens il y a quelques mois. C'est un film qui m'a aidé, moi, à une époque où j'étais en perte de sens. Alors, c'est assez drôle. C'est un tracé surprenant par rapport à tout ce que je viens de citer. Là, je viens de citer des noms des intellectuels très intéressants et tout ça. Donc là, quelqu'un s'attendrait à ce que je sorte un film du genre Citizen Kane ou un truc comme ça. Bon, Citizen Kane, il est le premier sur IMDb. Moi, je l'ai regardé, je n'ai pas compris grand-chose. Hein. J'ai pas, bon, enfin, mais j'ai pas compris le rating qu'il a. J'ai pas compris pourquoi il a cette note-là. Ouais, Parce que, OK, Citizen Kane, bon, c'est pas inintéressant comme film, mais pourquoi il est le premier comme ça? Ça n'a pas de sens. C'est pas grave. ouais, ouais. Maintenant,
le film vraiment qui m'avait marqué une époque, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune, que je cherchais du sens et je cherchais des messages forts et simples, c'était un film western, un western spaghetti très long, qui fait 3 heures. Le bon, la brute et le truand. Ouais. Et en fait, il va montrer ce monde avec même le bon. Le bon qui est quand même salaud sur les bords. Même le bon n'est pas si bon que cela. Et quand on arrive aux autres, quand on arrive aux vrais méchants, là c'est encore puissance 10. Et je trouve que ce film est plein d'humanité et plein de leçons très intéressantes et permet de relativiser des choses par rapport à sa vie. Donc je pense que c'est un film qui peut aider quand on est dans un cheminement à la recherche de sens. Et un message que j'aime bien, un message sur l'absurdité de la guerre, l'absurdité de la violence, l'absurdité des guerres fratricides, la trahison. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages. Un film qui est léger, qui est simple à regarder, mais si on le regarde, si on veut faire une lecture plus profonde, il y a beaucoup de matériel pour faire cela. C'est drôle parce qu'à travers toutes tes réponses aux 5 questions, en fait, on voit bien que toi, ce qui t'importe le plus, c'est de rester toujours très terre à terre. Et donc, la spiritualité que tu dégages, on voit qu'elle est toujours basée sur des choses hyper concrètes et hyper dans l'humanité la plus profonde, en fait. Et c'est pas juste des idées. Même si de ce que je comprends, tu es beaucoup avec le cerveau, tu aimes, voilà, tu aimes t'imprégner de mouvements philosophiques, etc. Donc, tu es beaucoup dans la tête, mais toujours dans la vie réelle. Et même dans tes inspirations, de ce que je comprends, c'est toujours très, c'est dans la réalité de la vie que tu puises ta Euh, profondeur spirituelle, je pense. Pour paraphraser, je crois que c'était Victor Hugo, je dirais que j'ai l'âme voyageuse et l'esprit casanier. Donc c'est très important d'avoir ces deux aspects. Mm. On peut toujours avoir une partie de soi qui voyage, qui va même vers les étoiles, mais ne pas oublier que si un jour on est confronté à une situation et une situation importante, une situation où il y a la vie, il y a la mort, il y a la souffrance, il y a des choix moraux pas simples, il y a ces choix cornéliens où il y a deux situations et on doit choisir et les deux semblent mauvaises, par exemple, ça sera des situations de tous les jours, ça sera de le réel, du concret. Et je dis des fois dans mes vidéos, si j'étais un peintre, imaginons que j'étais un peintre classique. J'aurais fait quoi? J'aurais fait de l'hyperréalisme. Ça signifie mes tableaux auraient été comme des photos. Donc voilà. C'est pour ça que je tiens à m'accrocher toujours au sol, à la terre. Je rejoins à ça, moi, quand j'étais petit, je jouais au Lego et il y en a qui jouaient toujours à faire des trucs, tu sais, fantastiques, dans le fantastique, les dragons, les machins. Et moi, j'étais toujours en train de construire des villes ou des garages de voitures, des choses très terre à terre. Voilà la réalité. Et c'est peut-être aussi mon côté, parce que je l'assume, je le vis et je l'assume, c'est mon côté africain également. Hmm. Mon côté africain, où il y a toujours cette connexion à la terre, parce que on peut toujours être en Afrique et réfléchir au divin et à des choses comme ça, mais quand la pompe à eau commence à déconner et puis personne n'arrive à remonter de l'eau du puits, ben Ça devient Beaune. il va falloir y aller, mettre les mains dans le cambouis et Ouais, dépanner tout ça, quoi. ouais. Donc il y a toujours ce rappel à la réalité. On arrive au bout de l'entretien. Merci beaucoup, Aldo. Sans faire exprès, on a fait à peu près une demi-heure, hein, comme la moyenne des entretiens. En tout cas, c'était très riche. Je pense qu'on a vu une facette de toi qui a peu été vue jusqu'à présent. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est comme j'ai commencé à te définir, tu es beaucoup de choses, mais tu es un peu inclassable. Et ça doit donner beaucoup de mal de tête à certaines personnes. Notamment dans le public français qui aime bien mettre les gens dans des cases. Et C'est toi, tu vrai n'es que jamais dans oui. la case où on aimerait te mettre. Et j'aimerais bien que ça serve de leçon à beaucoup de gens pour qu'ils arrêtent de vouloir justement mettre des étiquettes et voir justement, accepter de voir la complexité de l'être humain. Voilà, je pense que c'est la principale leçon que je tirerais, moi, en tout cas. Oui, merci. Et j'aimerais vraiment que les gens sortent de cet instinct de mettre des étiquettes et aillent vers une conscience de rapprochement et d'acceptance des gens tels qu'ils sont, avec leurs différences, avec
leur complexité. Et effectivement, en France, mais pas seulement, en France et Navarre également, il y a malheureusement cette idée de mettre les gens en boîte, de mettre des étiquettes. Et après, les gens se sentent frustrés parce que ils vont coller une étiquette dessus. Et puis ils sont contents avec cette étiquette jusqu'au jour où je dis quelque chose, où je prends une position qui ne colle pas avec cette étiquette. Du coup, ils te Donc, détestent. Et ils me du coup, ils détestent. te mettent dans le truc inverse. Et après, oui, et en fait, alors que moi, je suis pas responsable de cette étiquette. C'est ton Oui, étiquette à toi. C'est toi qui l'as placée. Moi, je te l'ai pas donnée. c'est ça. Et voilà. Et il y a cette adhésion très forte à l'étiquette. Je pense que les gens doivent développer une conscience qui transcende les étiquettes. C'est une prison, l'étiquette. Eh ben, libérons-nous de ça et finissons-en là pour cet entretien. Merci encore à toi. Merci aux gens qui ont Merci. écouté cet entretien et à bientôt, tout le monde. À bientôt. Merci.